Bonjour à tous. Je vais vous montrer ici un cas clinique qui a été construit toujours en collaboration avec Théo Harbert, que je remercie une fois de plus. Donc, vous avez un patient de 66 ans qui consulte aux urgences pour une douleur suspubienne depuis 24 heures avec des difficultés mictionnelles significatives. Il a comme antécédent une hypertension artérielle, un accident ischémique pour lequel il est sous acide acétylsalicylique le matin, un anome de prostate pour lequel il est sous phytothérapie. Il a également de l'amlodipine dans ses traitements standards. Et quand il arrive, il est fébrile, une tension artérielle à 150 sur 85, fréquence cardiaque à 110 battements par minute, une matité suspubienne douloureuse à la palpation. Il a une prostate qui est difficile à palper et vous explique que ça fait plusieurs heures qu'il n'a pas réussi à uriner. Donc, dans ce contexte, quels sont les examens que vous allez proposer, on va dire, de première intention, en voyant le patient là immédiatement devant vous? Je vous laisse réfléchir et comme d'habitude, je vous donne la réponse derrière. Dans les examens, vous avez pu ne pas mettre la bandelette urinaire. Je l'ai mise là parce qu'en réalité, il y a une valeur prédictive positive qui est intéressante chez l'homme. En d'autres termes, si la bandelette urinaire est positive, la probabilité que le patient ait une infection urinaire, quand c'est un homme, est élevée. Mais ce n'est pas parce que la bandelette est normale que vous devez exclure une infection urinaire. C'est la raison pour laquelle, en général, le CBU est une réponse qui est probablement plus juste, puisque effectivement, euh, c'est l'examen qui va permettre de trouver le germe, de l'identifier, puisque la plupart des prostatites aiguës chez les messieurs de l'âge de ce monsieur sont des infections qui viennent des urines. Elles sont beaucoup plus rarement des infections d'origine génitale. Donc, le CBU a de bonnes chances d'être positif si on prend la peine de la demander avant d'avoir fait quelques traitements antibiotiques que ce soit. L'hémoculture est intéressante puisque le patient a quand même une tachycardie, il est venu à l'hôpital. Faire des hémocultures de première intention paraît, dans le cas particulier, tout à fait logique. Évidemment, la réflexion serait tout autre si le patient était en prise en charge ambulatoire banale. Et puis là aussi, puisqu'on est dans un contexte d'accueil aux urgences, l'échographie abdominale suspubienne sera probablement demandée pour vérifier que on a bien un globe vésical. Maintenant, on pourrait tout à fait discuter de faire un drainage des urines d'emblée. Si on a une matité suspubienne, un patient qui est facile à examiner, on peut cliniquement ne pas avoir besoin de l'échographie pour affirmer le diagnostic. L'échographie endorectale en phase aiguë de prostatite n'est plutôt pas indiquée, ne serait-ce que parce que, comme vous pouvez le voir ici, le patient a une prostate qui est très douloureuse. Donc, globalement, ce n'est pas un examen qui sera facile à faire, qui sera très informatif et qui va vous apporter quoi que ce soit dans le cas particulier. Alors, à l'échographie, on retrouve une vessie en réplétion. Donc là, quelle prise en charge proposez-vous? Plusieurs solutions possibles. Je vous laisse réfléchir. Ah bah, trop tard, j'ai déjà répondu. Désolé. Eh bien, effectivement, on va poser une sonde Admer. Alors, c'est une évolution des dernières recommandations que j'ai pu vérifier. On ne considère plus que la prostatite aiguë est, enfin, des dernières recommandations du collège, hein, pour le CN, on ne considère plus le cathéter suspubien comme obligatoire dans un contexte de prostatite. Il faut quand même être prudent. C'est pour ça que j'ai mis pose de son Admer, c'est discutable. En termes de confort pour les patients, la pose du cathéter suspubien pourrait tout à fait se discuter si la personne qui voit le patient maîtrise le geste. Maintenant, ce monsieur est sous aspégique et donc probablement que effectivement, à la fois pour des raisons de simplicité, de facilité de pose, on proposerait la sonde Admer de première intention. On va lui mettre des C3G seuls, puisque c'est une infection urinaire masculine, donc c'est une infection à risque de complications, mais qui n'est pas quelque chose qui nécessite d'emblée une double antibiothérapie. Ce sera réservé aux infections urinaires graves. Les alpha-bloquants, bah, ça paraît logique puisque le patient a déjà un traitement par phytothérapie, donc c'est probablement ce qu'on va lui proposer, d'autant plus qu'il est en rétention. L'hospitalisation, j'aurais dû mettre que c'est discutable.
dans le livre du collège, systématiquement, on vous incite à envoyer les patients aux urgences. Je pense que pour le coup, c'est très discutable et pas du tout euh, en adéquation avec la pratique quotidienne où beaucoup d'infections peuvent être traitées à domicile. Maintenant, si le patient est en rétention, il est fébrile, il n'y a pas il n'y a rien de choquant à le garder hospitalisé au moins 24-48 heures pour surveiller que l'évolution est positive. Donc voilà un petit peu le contexte, hein. On a une infection urinaire fébrile, voilà les examens recommandés et vous voyez que là, je suis les recommandations du collège. Est-ce qu'on a une infection urinaire masculine non compliquée? On peut même attendre avant de traiter le patient, attendre l'antibiogramme en donnant des traitements antalgiques aux patients et on va plutôt privilégier les fluoroquinolones, encore que cet item-là sera probablement corrigé prochainement compte tenu de nouvelles recommandations vis-à-vis des fluoroquinolones. Il n'empêche que les fluoroquinolones sont des antibiotiques qui se pénètrent très bien dans la prostate, donc par voie orale, c'est un traitement qui est tout à fait logique. Puis s'il y a une évolution défavorable, on fera autre chose qu'on va voir. Là, on a un globe urinaire, sonde Admer, hospitalisation, C3G puis adaptation, alpha-bloquant, consultant neurologie. On est donc dans le cas que je viens de vous décrire. Donc la sonde Admer a été posée sans difficulté. Attention, hein, on peut avoir des complications graves de ce genre de geste. Si la sonde Admer se pose sans difficulté, le patient revient rapidement à pyrétique. Sur le CBU, on retrouve un Escherichia coli qui est résistant à l'amoxicilline au Bactrim. Il est sensible à l'augmentin, cefixime, ofloxacine et ceftriaxone. Alors, quelle sera l'antibiothérapie que vous préconisez pour la sortie? De nouveau, c'est une question à choix multiples. Réfléchissez un petit peu et je vous donne la réponse. Donc, voilà ce que je considère pour ma part. La norfloxacine, c'est aussi une fluoroquinolone, mais c'est une fluoroquinolone qui a une très mauvaise pénétration dans la prostate. Donc, a priori, il ne faut pas la proposer. L'ofloxacine, c'est une fluoroquinolone, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des traitements de référence qui va permettre également de pouvoir faire un relais péros. Donc, c'est probablement ce qu'on proposerait à ce patient qui n'a pas d'antécédent particulier. Le maintien de la ceftriaxone, à mon avis, n'est pas une option qu'on peut choisir, même si elle peut se discuter. Dans le cas particulier, le patient a en plus des antiagrégants plaquettaires, et donc à domicile, soit il faudra mettre en place un prestataire à domicile pour une intraveineuse avec les risques que ça concerne, que ça comporte. Je pense que vraiment, pour les 14 jours d'antibiothérapie, puisque c'est bien 14 jours d'antibiothérapie dans le cas particulier, l'ofloxacine est un choix tout à fait cohérent. Alors pourquoi pas l'augmentin alors que le germe y est sensible? Eh bien, aujourd'hui, il y a une recommandation très claire sur le fait qu'il ne faut pas utiliser l'augmentin dans les infections urinaires de l'homme, puisque la pénétration tissulaire de cet antibiotique dans la prostate est mauvaise. Et donc là, pour le coup, effectivement, alors qu'on l'a fait pendant des années, on peut reconnaître aujourd'hui que c'était une erreur et qu'il ne faut pas utiliser l'augmentin quand on veut traiter une prostatite. Donc le patient est rentré chez lui, il va mieux après les antibiotiques, et puis en fait on vous le réadresse à la consultation en urologie un mois plus tard. Désolé, j'ai encore fait une erreur. Bon, euh, il a un examen où on retrouve pas de symptomatologie urinaire lourde. On trouve un toucher au toucher rectal qui est beaucoup plus facile cette fois-ci, un nodule prostatique droit qui atteint la moitié de la base prostatique. L'échographie endorectale retrouve un volume prostatique à 50 millilitres et on lui trouve un PSA à 16, fait il y a une semaine, contre 3,8 un an avant. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraies, je vous laisse réfléchir et je vais corriger avec vous maintenant les questions que vous avez peut-être pu voir tout à l'heure. Alors, est-ce que le patient a une indication de scanner? Non, pas du tout. Pourquoi un scanner à ce stade-là? Il n'y a pas d'indication pour l'instant de scanner abdominopelvien avec ou sans injection. Est-ce qu'un nouveau PSA peut être demandé à un mois d'intervalle? Oui, certainement. Le patient a déjà une indication de biopsie de la prostate puisqu'il a un toucher rectal qui est suspect, mais il vient de faire une infection, son PSA à 16 est probablement, puisqu'il n'était
qu'à 1 mois de son épisode de prostatite, finalement plus bas. Et donc, même si vous continuez la démarche diagnostique sur une autre pathologie, là en l'occurrence, vous allez rechercher avec des biopsies de la prostate et l'IRM pelvienne un cancer de la prostate, euh, il est tout à fait logique que vous essayiez d'avoir le PSA le plus juste possible. Et le PSA peut parfois mettre plusieurs semaines avant de se normaliser après une prostatite. Hein, je rappelle que le PSA n'est absolument pas un bon marqueur de la prostatite, ne doit pas être utilisé dans ce contexte-là. Probablement que là, la consultation elle est prévue un tout petit peu tôt, peut-être parce que le patient était en rétention. Il n'est pas illogique de se dire qu'on va se donner un délai de 2-3 mois avant d'adresser le patient en urologie, mais euh, il n'est pas rare du tout qu'on ait ces circonstances-là. Et dans ces cas-là, il faut savoir éventuellement différer un petit peu les choses, se donner 1 ou 2 mois de plus et notamment reprévoir un nouveau dosage de PSA. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une indication d'IRM pelvienne? Parce que c'est indispensable avant toute biopsie de prostate. Pourquoi il y a une indication de biopsie de prostate? Parce que le patient a un nodule prostatique très net. Et dans ce cas-là, il y a une indication sans discuter de biopsie de prostate. Est-ce qu'on va les faire tout de suite? Tout de suite, non. Mais en tout cas, il y a une indication qui est trouvé, pas d'indication de scintigraphie osseuse, puisque là, on serait dans le bilan d'extension, comme dans le cadre du scanner. Alors, il a eu ses biopsies de prostate en ambulatoire, le patient. Il avait été traité en préopératoire par de la ceftriaxone. Alors, c'est plutôt l'antibiothérapie qu'on recommande dans les suites d'un épisode de prostatite aiguë. On ne précise pas combien de temps après. En général, on attendrait facilement 2-3 mois avant de proposer au patient ces biopsies. Il n'y a aucun intérêt à les faire brutalement. Maintenant, on lui aura dit, et c'est une réalité malheureusement, que, en tout cas, si on lui fait des biopsies par voie transrectale, il est à risque de refaire un épisode de prostatite. Probablement qu'aujourd'hui, on ferait chez un patient comme lui les biopsies plutôt par voie transpérinéale, puisque le risque de prostatite dans les biopsies transpérinéales est bien plus faible que dans le cas des biopsies transrectales. Toujours est-il que ce patient a eu ses biopsies de prostate en transrectale et qu'il fait l'épisode suivant. Vous voyez qu'il a donc toujours son volume prostatique total à 50 millilitres. Il a une tension artérielle qui est basse, fréquence cardiaque augmentée, température à 39, saturation à 95%, patient marbré, aux urgences, pas de globe au bladder scan. Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraies, je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse. Il faut lui faire un remplissage vasculaire prudent, puisque effectivement, il est hypotendu. Des prélèvements bactériologiques, évidemment, EMOC, ECBU, doivent être prescrits, surtout dans ce contexte-là. L'uroscanner paraît logique. Pourquoi? Parce qu'on a un épisode infectieux urinaire fébrile chez l'homme et qu'il faut éliminer un problème, par exemple, de lithiase. Maintenant, dans ce contexte particulier, est-ce qu'on le ferait vraiment? C'est potentiellement discutable, mais ça fait partie des examens qui sont évoqués dans le livre de l'ECN, donc je pense qu'il faut le garder un petit peu à l'esprit. Et l'antibiothérapie va reposer sur des fluoroquinolones et de la micacine de première intention, à mon sens, du fait de l'infection liée aux soins, du risque nosocomial. Il pourrait être discuté des carbapénèmes. Là, on est un petit peu au-delà de ce que peut proposer, de ce qu'on peut proposer dans le cadre de l'ECN. J'ai regardé attentivement la question spécifique dans le livre du Collège d'urologie. Je n'ai pas trouvé cette notion de carbapénème, mais c'est la pratique professionnelle aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une information qui est intéressante pour vous à avoir. L'antibiothérapie, en revanche, ne reposerait pas sur le même antibiotique qu'on a donné en prophylaxie en préopératoire. C'est assez logique. Donc là, on est dans le cas d'une infection urinaire grave. Pourquoi? Parce que c'est déjà une infection à risque de complications puisque c'est une infection masculine. Il y a un sepsis grave avec tous les critères qui sont là. Et donc, on est dans quelque chose qui est effectivement une infection urinaire grave. On est complètement dans la définition. Le patient a été hospitalisé et traité. On lui a posé une sonde Admer puisqu'il s'était de nouveau mis en rétention. Et puis, il continue à être fébrile et on diagnostique un abcès prostatique. Alors, quelles sont les propositions parmi les suivantes qui sont vraies? Je vous laisse réfléchir, c'est la dernière question. Et je vous donne les réponses. Donc, si on a un abcès prostatique, ce qui est tout à fait exceptionnel, hein, mais c'est vrai que cette complication est notée dans le CN, bien, il faudra faire un drainage radiologique. Ça, c'est indispensable et ça peut permettre de guérir l'infection. Il faudra évidemment faire de nouveaux prélèvements puisqu'il y a une résistance à 3 jours d'antibiothérapie bien conduite. Un dosage du PSA ne sert absolument à rien. L'antibiothérapie, là, cette fois-ci, lorsqu'elle aura été instaurée et efficace, sera poursuivie sur un total de 21 jours. C'est l'indication
d'augmenter la durée d'antibiothérapie dans les infections urinaires masculines et pas d'endoscopie urologique particulièrement indiquée à distance. L'abcès prostatique n'est le témoin de rien de spécifique. Donc là, on est dans ce cadre-là. Vous voyez, effectivement, quand est-ce qu'on fait une antibiothérapie de 21 jours? Quand on a des gros signes fonctionnels urinaires préexistants. Alors, le patient avait un petit prostatisme, ce n'était pas le cas, et antibiotiques autres que fluoroquinolone ou Bactrim, ou en cas d'abcès. Je vous remercie de votre attention.